Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. On reçoit aujourd'hui Olivier Minguin. Bonjour. Bonjour. Président de Défi, député fédéral. Alors on va parler de Caterpillar, le gros séisme qui frappe la Belgique. Est-ce que le gouvernement fédéral doit attaquer en justice sur ce dossier ? Faire respecter la loi, c'est l'essentiel d'un rôle de responsable politique. Bon, donc on verra bien s'il y a eu des manquements, soit à la loi Renault, soit à la loi sur la continuité de l'activité économique. Tout cela, il y a en effet des dispositifs qui permettraient éventuellement au gouvernement d'intenter des procédures judiciaires. Peut-être un peu présomptueux de le dire dès maintenant, mais on interrogera le gouvernement de Charles Michel pour savoir ce qu'il en est concrètement. Vous y croyez pas trop ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas à ce stade les éléments d'information qui me permettent de savoir s'il y a eu déjà aujourd'hui des fautes commises par la direction de Caterpillar dans le respect des obligations légales, notamment toute la procédure de la loi Renault, si elle est respectée ou pas. À ce stade, je ne peux pas dire ce qu'il en est. Mais je voudrais dire qu'indépendamment de faire respecter la loi, ce qu'on attend peut-être d'abord, c'est de savoir pourquoi finalement il y a eu cet événement, cette décision qualifiée de brutale d'ailleurs par le Premier ministre, à juste titre, et d'écœurante. Est-ce que et le gouvernement wallon et le gouvernement fédéral avaient retenu la leçon de 2013 ? Il faut quand même rappeler qu'en 2013, il y a eu un premier licenciement massif, collectif, par Caterpillar, qui laissait présager une évolution peu favorable du maintien de l'outil de production à Gosselies. Je ne sais pas ce qu'ont été les initiatives du gouvernement fédéral et du gouvernement wallon. J'ai interrogé hier le Premier ministre à ce propos, pas de réponse encore à cet égard. Mais on peut quand même s'inquiéter de ce qu'on n'a pas anticipé éventuellement une évolution, même si je crois qu'en effet, la direction américaine n'était pas très désireuse d'entrer en négociation avec les autorités politiques sur l'avenir de Caterpillar. Oui, parce que quand on entend que le Premier ministre n'est même pas pris au téléphone par la direction de Caterpillar, on se dit quand même que le politique est fort démuni par rapport à ça. Certes, et ça a un côté presque insultant, et même peu respectueux de l'autorité. On ne demande pas qu'il s'aplatisse devant la fonction de Premier ministre, mais moi je défends la fonction de Premier ministre dans ce genre de circonstances. Il n'est pas acceptable qu'il n'y ait pas de volonté de dialogue. La deuxième réflexion, c'est quand même de se dire que, et ça relèvera de la responsabilité du gouvernement fédéral, les mesures d'accompagnement social, car il ne faut pas se tromper, je ne crois pas qu'on sauvera l'outil à Gosselies, peut-être une unité de production réduite, mais je n'y suis pas très acquis comme certitude. En tout Quand cas, on parle de réquisition, vous n'y croyez pas ? Pas du tout. J'ai dit que ça, c'était... Il faudrait que les politiques aussi ne lancent pas des solutions qui ne s'avéreront pas réalistes. C'est quoi réquisitionner le site de Caterpillar ? Le site, l'outil, les matériaux. C'est exproprié en réalité. Dans notre système juridique, on n'est pas dans la collectivisation des outils de production, on n'est pas dans un système soviétique. Ça veut dire qu'il faut indemniser, il faut payer. Ça veut dire que les pouvoirs publics vont devoir indemniser Caterpillar. Est-ce que c'est le rôle des pouvoirs publics d'indemniser Caterpillar à un prix fort ? Alors que, pour faire quoi en plus ? Quelle sera la vocation de ce site dont les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, que ce soit la ville de Charleroi, que ce soit la région wallonne, peu importe, qui en serait propriétaire, pour faire quoi ? Ce n'est pas le rôle des pouvoirs publics de réinvestir tout un site comme celui-là, ni même de l'exploiter. Bon, donc ça, c'est pas crédible et pas souhaitable. Et donc, je comprends l'émotion, je comprends qu'on cherche la réponse la plus forte. Alors on dit qu'il faut créer un rapport de force, mais créons des rapports de force sur des bases sérieuses et crédibles, et pas qui vont une fois de plus dévaloriser la compréhension par l'opinion publique du rôle du politique. Alors quand on lit dans le Soir en détail ce matin, on voit que Caterpillar Belgique finalement était une sorte de sous-traitant d'une institution en Suisse et que le rendement garanti qui était donné à Caterpillar Belgique aurait été validé par le service de ruling belge, donc c'est-à-dire le service qui analyse les décisions anticipées fiscales. Ça veut dire que si ça a été validé, on ne sait rien faire. Oui, et là, il y a une responsabilité politique des gouvernements en fonction et de ceux qui acceptent que l'on maintienne des montages fiscaux de ce type sur la base de la législation en vigueur. Donc il faut être plus dur par rapport à ça, à l'avenir ? Ça, il faut avoir une réforme fiscale de l'impôt des sociétés, je pourrais vous en parler plus amplement, mais il est clair qu'on a créé tellement de régimes dérogatoires, tellement de niches fiscales, qu'en effet des grands groupes comme Caterpillar et d'autres peuvent les utiliser. Généralement, les petites et moyennes entreprises n'en ont ni le temps ni la capacité, donc c'est vraiment finalement des mécanismes qui sont utilisés avec les failles du système, mais des failles qui sont malheureusement légalement autorisées au bénéfice de ces grands groupes. Donc il est temps d'avoir, mais alors là, c'est l'Europe qui est en panne et c'est l'Europe qui doit se ressaisir, de savoir comment on harmonise une politique fiscale sur les activités économiques, a fortiori des grands groupes, sur les bénéfices des entreprises,
J'en vois que la Commission européenne commence à venir avec une idée que beaucoup d'économistes défendent. Il faut taxer là où l'on produit, là où il y a l'activité économique réelle, et ne pas permettre des transferts au sein d'une entreprise, d'une filiale à la société mère, de la société mère vers une autre filiale, et ainsi de suite, qui sont tous des montages internes, où l'on crée finalement des sociétés relais à des seules fins fiscales. Grand chantier que celui-là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant par rapport aux travailleurs, aux emplois perdus? Quelle est la marge de manœuvre du politique? Alors d'abord dire très clairement, et ça c'est un débat qu'on aura avec le gouvernement fédéral, on ne peut pas accepter que l'on fasse moins de main pour les travailleurs de Caterpillar et tous les sous-traitants qui en dépendent, et ils s'en trouvent dans tout le pays, des sous-traitants qui dépendent de Caterpillar, que ce qu'on a fait à l'époque pour Ford Gain. À l'époque, on a en somme adapté un certain nombre de législations pour avoir un meilleur accompagnement social, notamment pour les prépensions et les revenus complémentaires à charge de l'entreprise quand on est dans le cadre des prépensionnés. Aujourd'hui, on sait que l'actuel gouvernement a resserré les conditions d'accès à la prépension, notamment quant à l'âge, pas avant 55 ans en principe. Il va falloir assouplir. Car aujourd'hui, ceux qui ont déjà, il faut rappeler que 2013, c'était déjà 1665 licenciements chez Caterpillar, et parmi ceux-là, c'était plutôt les seniors, ceux qui ont pu bénéficier encore d'un régime de prépension relativement favorable à l'époque, 52 ans notamment, à partir de 52 ans. Donc il va falloir sans doute revoir les critères d'admission au régime d'après-retraite. Et il va falloir aussi que là, le gouvernement s'entende dans son sein, ce qui ne sera pas évident parce que j'entends déjà que la NVA ne veut pas revoir ses conditions. Autre secteur en difficulté, c'est celui des assureurs. On a vu que AXA licencie 650 personnes dans les 2 ans. Ethias, qui résiste mal au stress test. Et on parle de fusion avec Belfius. Par rapport aux assureurs, qu'est-ce que le gouvernement fédéral peut faire ? Alors, la situation d'Ethias n'est pas celle de. Non, mais dans les 2 cas, on a des taux d'intérêt très bas qui mettent ce secteur en difficulté. Tout à fait. Donc, ce secteur est en difficulté pour des raisons de faible rentabilité de leur placement financier. Fondamentalement, je crois que là aussi, le gouvernement n'a pas anticipé en prévoyant des regroupements. Moi, je crois qu'en effet, il y a des regroupements à faire dans le secteur pour avoir des fonds propres plus élevé, et Ethias a un problème, semble-t-il, de niveau de ses fonds propres pour couvrir, pour assurer la couverture des risques qu'il doit assumer. C'est une question qui doit être étudiée par les experts, mais je crois que le gouvernement n'a pas non plus anticipé l'évolution du secteur de l'assurance au regard de l'actualité économique. C'est une négociation à avoir. Ne nous le cachons pas, s'il n'y a pas des consolidations au niveau européen, et il faut avoir une réflexion européenne pour avoir l'ancrage de grandes entreprises européennes sur le territoire européen, on risque d'avoir ces entreprises moyennes à être mangées par des compagnies d'assurance étrangères qui sont très puissantes, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni qui sera demain hors Union européenne, ou sur d'autres continents. Ethias doit s'adosser à Belfius pour être plus solide ? Je ne me prononce pas à ce stade, je n'ai pas les données qui me permettent de le savoir. Et je vois bien qu'il y a du règlement de compte politique, il y a du règlement de compte peut-être communautaire, enfin il y a beaucoup de données qui jouent dans ce dossier d'Ethias qui n'est pas très clair et qui n'est pas très glorieux, ni pour le management, ni pour les administrateurs qui sont. Il faut quand même rappeler qu'Ethias est une de ces compagnies d'assurance où les partis, 2 partis en l'occurrence, PS et MR, aussi CDH, sont très bien représentés au conseil d'administration. Est-ce le rôle de politique de siéger dans ce type d'organisme ? Et en tout cas, s'ils y siègent, ont-ils assumé leurs responsabilités et la prévisibilité de l'évolution d'Ethias ? J'ai des doutes. Et donc, il y a une responsabilité politique de ceux qui ont désigné les représentants de leur parti dans ces organismes. Alors, ce week-end, c'est la rentrée politique de Défi. Il y a une grande réunion dimanche. Alors, on l'entend, l'économique va être un sujet important. La sécurité aussi. Vous êtes, au lendemain des attentats de Nice, vous avez plaidé pour un service de renseignement unique. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut fusionner la sûreté et les renseignements ? Il faut fusionner la sûreté et sans doute une partie de la DR3, c'est-à-dire le service spécialisé dans la lutte contre le terrorisme à la police fédérale. Pourquoi ? Parce que les rapports des comités R mettent en évidence l'insuffisance d'échange d'informations entre différents services de police ou de renseignement en Belgique. Nous sommes encore avec une conception du renseignement qui date de l'époque de la guerre froide, et où il fallait faire essentiellement un travail de lutte pour identifier des espions des pays soviétiques, enfin des régimes communistes. Et nos effectifs ne sont pas suffisamment adaptés aux besoins de la lutte contre le terrorisme actuel. Donc je plaide pour la création d'une agence fédérale du renseignement qui réunirait ces services, qui verrait ses moyens financiers, budgétaires augmenter. Aujourd'hui, le budget est dérisoire. C'est une quarantaine de millions, 42 millions. Le gouvernement a joué un peu au yo-yo avec les prévisions budgétaires pour la sûreté de l'État. Il faudrait sans doute doubler le budget pour une agence fédérale du renseignement, de sorte qu'on ait les vraies capacités humaines, technologiques. Quand on sait
que quand vous engagez un agent qui va faire de l'espionnage ou du renseignement, il faut au minimum 2 à 3 ans de formation. Il est temps de travailler rapidement sur une nouvelle structure pour le renseignement en Belgique et à l'étranger. Notre tradition veut que nous fassions que du renseignement passif, défensif, en Belgique, sur le territoire belge. À part le renseignement militaire qui assume parfois des missions à l'étranger en accompagnant les missions militaires à l'étranger, il y a peu de renseignements à l'étranger menés par nos services. Il faut s'inscrire dans le concert européen à ce propos et assumer notre part de renseignement à l'étranger avec une agence fédérale de renseignement nettement plus performante. Alors, une mesure, elle, qui est sur la table mise sur la table par la majorité fédérale, c'est l'extension de la garde à vue. Oui. Pour l'instant, limitée à 24 heures sans décision d'un juge d'instruction. On voudrait passer à 72 heures. Est-ce que la position de Défi a évolué sur ce dossier? Nous sommes favorables à ce que proposent les magistrats instructeurs eux-mêmes. On a entendu en commission parlementaire les représentants de l'association des juges d'instruction. Ils sont venus nous dire 48 heures, début, 48 heures pour tous les types de délits et des crimes. Pour une raison simple de sécurité juridique, je ne vais pas entrer dans le détail de la démonstration juridique, de sorte que ce soit la grande criminalité de la mafia, que ce soit le terrorisme, il y a souvent des interconnexions, quelle que soit la qualification que l'on donnera à la fin des faits qui sont constitutifs de crimes ou de délits, on puisse dire qu'on a un délai de 48 heures, c'est la sécurité juridique. Et donc je ne comprends pas très bien que le gouvernement ne se rallie pas à cette proposition de bon sens, de sécurité, et veuille distinguer 48 heures dans certains cas, 72 heures dans d'autres cas, ce qui va être la cause sans doute de contestation juridique, éventuellement de vices, de procédures dans les poursuites pénales. Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire simple et suivre ceux qui ont de l'expertise? Ouais. 48 heures, ça suffit pour renforcer les collaborations avec la France dans les affaires de terrorisme. On voit bien ici. Les magistrats instructeurs nous le disent, ils ont l'expérience. Ils nous disent en effet 24 heures, c'est trop juste. On n'a que quelques heures parfois pour entendre les personnes qu'on nous amène devant nous. Avec 48 heures, nous faisons bien notre travail. Alors pourquoi se compliquer la vie? Mais ils demandent que ce soit un délai unique et identique, quelle que soit la qualification des crimes et délits. Donc pas de spécification de spécificité pour le terrorisme. Bien entendu. Et je crois que c'est une sécurité juridique qu'il faut donner aux juges d'instruction. Alors, un thème qui vous est cher, c'est celui de la laïcité. Hervé Asquin sort un livre sur la question. Pour lui, il est très clair. Il ne faut pas inscrire cette laïcité dans la Constitution. Alors, Hervé Asquin, c'est un laïc engagé depuis longtemps et convaincu. Il se dit, mais pourquoi provoquer un débat politico-institutionnel qui pourrait ensuite mener à l'affrontement entre francophones et néerlandophones et finalement plonger un peu le pays dans la difficulté? Alors, la laïcité de l'État, ce n'est pas l'athéisme. Ce n'est pas la laïcité philosophique. Il faut un jour dire clairement les choses. Ce n'est pas parce que certains se sont appropriés le terme de laïcité comme courant philosophique que c'est ça sur le plan politique et juridique. Sur le plan politique et juridique, pourquoi faut-il inscrire la laïcité? Pour mettre fin à la lâcheté des politiques qui n'assument pas leurs responsabilités face à des expressions d'islamisme radical ou d'autres courants religieux qui parfois expriment quoi? La volonté de faire primer les prescrits religieux sur la loi civile. Voilà. Alors la laïcité de l'État, c'est rappeler que la loi commune l'emporte sur, par obligation de respect de la loi, sur les convictions personnelles. Ça veut dire que vous ne pouvez pas les avoir, mais en tout cas, vous ne pouvez pas faire prévaloir vos convictions personnelles sur la loi commune. C'est pas quelque Pourquoi chose qui faut-il est le faire? acquis, ça? Non, ce n'est pas acquis. La preuve, le débat sur le voile. Les politiques sont tellement lâches qu'on ne tranche pas cette question, par exemple, pour savoir dans quelles écoles on admet ou on n'admet pas le port du voile dans les écoles. Et donc, on laisse la responsabilité au pouvoir organisateur, on laisse la responsabilité aux directions d'école. Les politiques se frottent les mains, parce qu'il n'y a pas de principe juridique établi. S'il y avait la laïcité de l'État, nous pourrions prendre une législation d'application du principe de la laïcité de l'État pour clarifier ce débat. Moi, j'en ai assez des politiques qui fouillent leurs responsabilités, qui font les matamores en disant « on ne veut pas, on veut », et puis qui n'assument pas des choix clairs. Nous avons fait le choix clair d'affirmer le principe de la laïcité. Si demain on veut interdire un parti comme l'islam, moi, je veux qu'on interdise un parti comme l'islam, car c'est un parti qui menace nos libertés, qui menace nos valeurs démocratiques. Il nous faut un fondement juridique. Si vous n'avez pas le principe de la laïcité de l'État, vous ne pourrez pas interdire aussi aisément que ça l'existence d'un parti comme l'islam. Voilà. Et qu'est-ce que vous répondez à Hervé Asquin qui dit « Attention, ça pourrait donner du grain à moudre aux islamophobes. Regardez ce qui se passe en France. On a une laïcité d'État et c'est récupéré par l'extrême droite. »
Mais l'extrême droite n'a pas récupéré la laïcité de l'État. M. Asquin, s'il lit le programme du Front National, verra que la religion catholique est faite quasiment religion d'État dans le programme du Front National. Donc ce n'est qu'un vernis. Donc il faut quand même faire une analyse critique un peu plus approfondie du programme du Front National pour voir qu'en somme, le Front National ne fait prévaloir qu'une seule religion. La laïcité de l'État, c'est le respect du pluralisme, c'est la garantie du pluralisme, c'est l'égalité de traitement entre tous les courants religieux et philosophiques. Ça, c'est une garantie de vitalité démocratique de nos sociétés. Mais on ne peut quand même pas nier qu'aujourd'hui, il y a une menace, et il faut lire un excellent livre, mais j'invite Hervé Asquin, qui est un bel intellectuel, à le lire, de Jean Birnbaum, qui est un homme de gauche en France, et qui dit la gauche, et même la droite, n'ont pas vu venir le danger du projet politique d'un certain courant de l'islam radical, et il faut rappeler qu'on pourra lutter contre ce projet politique qu'en réaffirmant la valeur de la laïcité de l'État et des obligations qui en découlent. Et il faut clarifier le débat. Le débat sur le burkini, par exemple, moi je ne suis pas dupe. On ne va pas le relancer maintenant. Non, mais c'est parce qu'on n'a pas de repères. Alors on voit des arrêtés royaux, des arrêtés de police pris, ainsi de suite, mais c'est parce que les politiques n'assument pas certaines responsabilités. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau, je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans l'émission Les Experts, les invités seront Julien Heuteldal et Sarah Turine. Bon week-end à tous.